Bonjour Gilles. Bonjour David. C'est un immense privilège de te recevoir aujourd'hui chez moi, dans ma maison, pour l'émission Sans plus attendre, car tu es devenu au fil du temps et au fil des années un incontournable de la musique évangélique en France, autrement dit la musique chrétienne, avec des chansons qui sont devenues des standards comme « Tous les jours de ma vie »,« Que fais-tu Noé »,« Lui dans ses mains »,« Kumbaya » et tant d'autres. Donc c'est vraiment une joie de te recevoir aujourd'hui ici, Gilles. Quel est ce secret de longévité? Parce que je crois que tu es né en mai 1932. Oui. La date de la préhistoire. Oui. Et alors c'est quoi le secret? Tu as une autre jouvence, quelque chose? Ah non, ça c'est le Seigneur. Son seul commandement, c'est cette longévité, la promesse de longue vie. Et on n'y est pour rien. Il nous accorde. Et avec ça, c'est « Honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront ». Oui. Moi, je trouve que j'en ai pas assez fait pour mon père et ma mère, et pourtant, ils prolongent mes jours. Oui. Mais alors, quand je dis mon âge à des jeunes, les enfants, ils éclatent de rire, ou bien d'autres qui ont 50 ans, soit c'est des genoux, eh bien, c'est presque moqueur que la vieillesse, alors que c'est une grâce, une bénédiction, Tout à fait. et qu'il faut dire merci pour ce plus, ce bonus de vie. Ouais, c'est vrai. Alors tu es né, je crois, au Maroc, le 24 mai 1932, à Mazagan, je ne sais pas si on prononce comme ça. C'est Mazagan, et Mazagan. ça se prononce en portugais, à l'occupation portugaise, Mazagan. Mazagan. Mais maintenant, ça a repris son nom originel, El Jadida. Ça veut dire la neuve. Et l'IOT a dit de Mazagan que c'est le Deauville, et on est en Normandie, marocain. Ah, ça doit être très Une joli. station balnéaire. Très joli comme ville alors. Alors tu es né au temps du protectorat français, Oui. ce qui t'a valu d'ailleurs, je pense, et tu auras peut-être l'occasion d'y revenir, d'échapper à la Shoah. Tu nous en reparleras un petit peu plus tard. Mais je précise, grâce au sultan Mohamed V, dont nous étions les sujets marocains, nous, juifs. D'accord. Alors peux-tu me parler de tes premiers souvenirs d'enfance à Mazagan, ou El Jadida, ta maison, les quartiers, les odeurs, la musique qu'il y avait dans ces lieux? Ah, c'était beau parce que j'habitais derrière l'école française et de ma fenêtre, je pouvais voir la cour de récréation des deux écoles, école de filles, école de garçons. Et tu es né dans une famille, je crois, juive, puisque tu es un juif séfarade. Oui, Alors pour nos auditeurs, peut-être pour s'y retrouver, il y a les juifs séfarades, les juifs ashkénazes. Donc les juifs séfarades, ce sont les juifs originaires d'Afrique du Nord. oui, les juifs orientaux et séfarades, c'est d'origine aussi espagnole, quand on a été accueillis en Espagne par Isabelle la catholique, qui nous a chassés au temps de l'Inquisition. Et c'est là que les nations musulmanes nous ont accueillis parce qu'on avait le même credo en un seul Dieu. D'ailleurs, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, il est l'unique, il est un. Et quelle place la tradition juive et la culture séfarade occupaient-elles dans ta famille? Eh bien, ma mère, elle est du côté de l'Espagne, évidemment, les îles Canaries, et mon père, lui, est du Maroc, juif marocain. Et vous étiez élevé dans la tradition juive? La tradition, ouais. La tradition, c'est-à-dire, je faisais un jeûne par an, au Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et donc, la Seconde Guerre mondiale arrive en 1939. Et moi, j'aimerais savoir si ta famille a été touchée par ces événements de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement
par la Shoah qui a touché évidemment plus de 6 millions de Juifs en Europe. Comment ces événements ont-ils marqué ta famille et ta jeunesse ? Moi, étant né au Maroc avec mes 2 sœurs et mes parents, on a été épargnés grâce au sultan Mohamed V. Quand Hitler lui a dit « Donnez-moi vos Juifs », il a répondu, ce saint homme, « Je n'ai pas de Juifs, je n'ai que des sujets marocains ». Le Maroc était un protectorat français, pas comme l'Algérie, une colonie. Les Juifs nés en Algérie étaient français. Mais nous restions sujets du sultan. Et Hitler lui a dit, non, vous avez les Arabes marocains musulmans, vous avez les Berbères musulmans et les Juifs, donnez-moi vos Juifs. Et le sultan, sachant qu'il nous voulait pour nous exterminer, a dit, j'ai comme 2 poumons, 2 jambes, si vous m'en enlevez un ou l'autre, je ne pourrai plus ni marcher ni respirer. Et c'est comme ça que nous avons été sauvés, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie, qui était aussi un protectorat, et le bey de Tunis, lui, a donné ses Juifs à Hitler, dont certains sont morts à Auschwitz. Eh ben, nous remercions Dieu qu'il t'ait protégé déjà dès ta jeunesse. Et je le dois à un sultan, Ouais. à un saint homme, qui est sultan du Maroc, Mohamed V. D'accord. Alors, peut-être aussi, dans ta carrière de chanteur, il y a aussi une chanson qui retrace un petit peu ces événements de la Shoah, puisque tu as écrit une chanson qui s'intitule Anne Frank. Alors, je te propose qu'on puisse l'écouter pendant quelques instants. Oui, d'autant plus que Anne Frank, je l'ai écrite pendant la Shoah, puisque nous avions à peu près le même âge. Elle n'a pas survécu, et je l'ai écrite sans savoir que je serais en contact avec son père, le seul survivant qui est revenu de Bergen-Belsen. Et c'était un homme formidable. Je crois qu'aussi il y a l'orchestre d'Auschwitz, de mémoire, certaines musiciennes de l'orchestre d'Auschwitz qui, quand elles ont quitté Auschwitz, se sont retrouvées dans le même train que Anne Frank à destination de Bergen-Belsen. Ah là, tu m'apprends quelque chose. Eh oui. Elle vivait cachée dans la froide annexe, avec ses parents, sa sœur, des amis. Elle connaissait des peurs, le réflexe d'un oiseau blessé, mais en cage aussi. Anne Frank, elle s'appelle, et son nom, elle l'écrivait dans des pages éternelles où elle se confiait. Anne Frank aurait pu vivre pareil aux gosses inconnus qui passaient et qu'elle dut suivre longtemps dans la rue. Alors, as-tu aussi d'autres souvenirs de ta jeunesse au Maroc, les artistes, la musique que vous écoutiez? Est-ce que tu t'intéressais déjà à la musique? Oui, parce que vers les 5 ans et demi, j'ai gagné mon premier radio-crochet. C'était pendant la Shoah. Mon père avait perdu sa place de percepteur à Mazagan et il est devenu charbonnier pour nous faire subsister, mes 2 sœurs, ma maman et lui. D'accord. Grâce à Monsieur Bonhomme, Oui. un brave homme catholique qui a donné ce travail de charbonnier. Mon père rentrait tous les soirs tout à fait en noir, tout, et il prenait sa douche. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ne pouvaient plus exercer tous les métiers. Eh bien, il a perdu sa place avec les lois de Pétain et de Laval. Eh oui, c'est dramatique, ouais.
Alors, tu étais donc au Maroc et comment s'est passé le début de ta carrière puisque tu faisais des études, tu faisais de la musique et où? Là, j'étais à l'école primaire, mais mon premier radio-crochet, j'ai gagné pendant une kermesse catholique dans un parc un canard. Un canard. Ah, mais un canard. Et j'ai chanté une chanson de Maurice Chevalier, Il pleurait comme une madeleine, sans connaître l'histoire de Marie-Madeleine, dont j'ai écrit une chanson dernière là. Et comme c'est moi qui ai gagné ce canard, j'ai chanté une deuxième chanson de Fernandel. Et je pensais que j'aurais, moi, ma récompense, le canard. Et le curé, qui était l'animateur, présentateur, il m'a dit plus tard. Et mon père m'a dit ne le lâche pas, parce que on n'avait pas droit au ticket de rationnement. Seuls les Français y avaient droit. Mais juifs comme arabes, marocains, on n'y avait pas droit. Et ce canard, il m'a dit, et je suivais le curé de partout. Comme dans cette parabole où cette femme qui n'arrêtait pas de supplier le juge. Oui. Et à la fin, il a compris que je ne le lâcherais pas. Jusqu'à ce qu'il te donne le canard. Mais ce canard était gros, lourd. Et pour mes petites mains de 5 ans, c'était très lourd. À un moment, je dis à mon père, mais papa, c'est lourd. Je ne peux pas. On s'arrêtait, mais lui, le notable, qui n'était plus notable, il me faisait prendre le canard. Et après, ce canard si lourd que je tenais par les pieds, donc il avait la tête en bas, il a fait une diarrhée et il n'y a pas d'autre mot, il m'a chié dans les doigts. Alors ça puait. Il m'a dit viens, on va aller à une source, une fontaine. Et je me suis lavé, mais j'ai quand même pris, on était bien content de rentrer avec le canard qui nous a nourris pendant 48 heures. J'imagine. Donc après la guerre, tes études terminées, tu deviens, je crois, journaliste sportif, critique de théâtre, et tu dois choisir entre deux voies qui s'offrent à toi. Je crois que tu voulais être également footballeur, si je me souviens bien. Oui, j'ai fait beaucoup de sport avec Juste Fontaine, qui était mon concurrent dans les radios-crochets de chansons. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Ben, justement, j'avais à choisir entre le foot et la chanson. Mes parents me faisaient étudier le latin, ils voulaient que je devienne docteur. Chez les juifs, il faut une docteur, ou violoniste, ou savant, Et moi, mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux devenir ? J'ai dit chanteur. Il m'a dit, c'est pas un métier. Saltimbanque, c'est pas un métier. Et j'ai dit, mais alors choisis ou docteur ou chanteur. Et moi, j'ai choisi chanteur. Il me restait footballeur, mais les entraînements étaient aussi terribles que j'ai choisi la facilité, chanter. Et j'aimais chanter, on aimait tous la chanson. Et tu avais quel âge à peu près à cette période-là ? Mais j'ai commencé à 5 ans, et même à l'école, on écrivait les paroles de toutes les chansons, on se passait les cahiers et tout. La chanson, c'est même devenu ma religion, tellement elle a passé avant la Torah, vers l'adolescence où il fallait choisir. J'ai cru lire ou entendre que tu avais rencontré aussi au Maroc à cette période le chanteur québécois Félix Leclerc. Ah oui. Peux-tu nous en dire plus sur cette rencontre qui a dû être marquante dans ta jeunesse ? Oh, grand Félix Leclerc. Il chantait à la Villa d'Est, en vedette. C'était un jardin d'été. Et on est allé le voir avec un ami qui s'appelait Marcel Ben Simon. Et on lui a parlé après le tour de chant. Et il était formidable parce que il nous a invités à boire un verre de vin. Et alors,
je lui ai demandé, il chantait Le Petit Bonheur. Et oui, Cette c'était chanson si belle. son Et je lui ai succès. dit, mais qu'est-ce que c'est Le Petit Bonheur? Il m'a répondu, mais le petit bonheur, c'est tout ce que tu veux. Ça peut être les oiseaux, ça peut être la fille de ton premier amour, ça peut être le petit bonheur. Eh bien, je ne savais pas encore que le grand bonheur, c'était Jésus. Je ne connaissais pas Jésus, moi. Et oui, tu le connaissais pas encore à cette Lui époque. connaissait, parce qu'il disait dans sa chanson aussi, moi mes souliers ont beaucoup voyagé, ils ont respecté le pays, curé, le bon Dieu et l'âme. Et alors donc après cette rencontre, donc j'imagine tu avais déjà depuis un petit temps l'envie de chanter. Et à quelle période arrives-tu en France, peut-être pour commencer ta carrière de chanteur dans le music hall? Eh bien, j'arrive en France, non pas à Paris, parce que j'ai fait toute l'Afrique du Nord d'abord, et notamment c'est là en Algérie que ma carrière a vraiment commencé, au point que tout le monde croyait que je venais de Paris. Non, je venais du Maroc. Et le directeur du casino de la Corniche avait à Nice un cabaret, le Folly Club. Et il m'a demandé si je voulais venir chanter au Folly Club. J'ai dit, mais je veux aller en France, mais il faut un contrat pour un juif marocain. S'il n'a pas de contrat, il ne peut pas passer la frontière. Et c'est comme ça que la frontière s'est ouverte et je me suis retrouvé. Je me souviens que quand j'étais allé demander un visa à Casablanca pour aller chanter en France, le fonctionnaire m'a dit non, il faut un contrat. Et j'ai pleuré. Il m'a vu pleurer, il m'a dit je peux rien faire. Et je suis revenu chez lui avec le contrat de la France. Il m'a dit là, je peux te donner le visa. Et là, tu avais quel âge? Une vingtaine d'années, un peu moins? J'avais 18-19 ans. D'accord. Ensuite, je crois que tu as eu l'occasion de rencontrer Jacques Brel. Jacques Brel, Aznavour je l'ai également. vu chanter pendant mes tournées d'Algérie. Et alors, ce qu'il y avait de marrant, Jacques Brel, il se présentait avec sa guitare, et quand on annonçait Jacques Brel, il y avait le grand rire, parce que Brel, en arabe, veut dire âne. Ah, d'accord. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi on se marrait. Mais alors, il était formidable. Il débutait, c'était la tournée des Trois Baudets de Jacques Canetti. Ah oui, Jacques Canetti, très célèbre à l'époque, puisqu'il a lancé de nombreux artistes. Ah oui, oui. Tu as eu l'occasion aussi de rencontrer Jacques je l'ai Canetti. rencontré plus tard. Oui. Et j'espérais qu'il me prendrait, mais il était venu me voir à l'échelle de Jacob, une cave de Saint-Germain-des-Prés, avec Guy Béard. D'accord. Et là, j'étais tout heureux, Guy Béard, parce qu'il il a explosé lui aussi. Et finalement, il ne m'a pas pris. Et je sais qu'il y a des chanteurs qui n'aiment pas qu'on leur fasse de l'ombre. Et Guy Béard, que j'aimais tant, qui était juif comme moi, eh bien, je pense que ça vient de là, je n'ai pas été pris. J'en ai eu beaucoup de peine. Et je lui ai même dit, quand je l'ai revu, je suis venu trop tôt, non pas frapper à votre porte, c'est vous qui êtes venu à l'échelle de Jacob, et j'aurais dû attendre. Il a ri, il m'a dit non, Gilles, c'est pas ça. Mais c'est que moi, j'avais un autre chemin, un autre impresario, celui d'Aznavour, et voilà.